Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre participation et votre présence. OpenMind Innovation, on est une start-up française, une start-up qui a 2 ans et qui est partie d'une idée, d'un besoin que j'ai vécu en tant que sujet ou que patient. Et la mission à long terme d'OpenMind, c'est développer des neurotechnologies qui vont permettre de garder l'esprit vif, jeune et en bonne santé tout au long de la vie. Et nous avons ouvert, il y a quelques semaines, notre premier service, le Performance Lab, qui relie une partie de nos connaissances et du travail qu'on est en train de faire avec des premiers sujets, des premiers clients qui viennent pour des questions plutôt de performance, pour commencer. Donc, être plus performant dans son travail, mieux se connaître, être plus performant d'un point de vue cognitif, mieux gérer ses émotions. C'est la première question pour laquelle les gens viennent nous voir. Plus largement, on va avoir également des services qui vont s'adresser avec des gens qui viennent nous voir parce qu'ils veulent mieux se connaître, ils veulent apprendre à méditer de manière plus efficace. On s'intéressera également aux états pathologiques, et ça, dans notre roadmap, on a la volonté de commencer par du bien-être, commencer par des sujets comme vous, sains, et grâce à cette masse de données qu'on collecte et à l'apprentissage qu'on en fait, aller vers des états plus pathologiques. Donc dans l'équipe d'OpenMind, on est aujourd'hui 16. On a 4 PhD au sein de l'équipe, des gens pour beaucoup issus de la recherche académique, sur des spécialités comme bien sûr les neurosciences sociales, neurosciences cognitives, psychologie positive. On a des data scientists. Donc on a plein de métiers qui sont représentés, y compris en game design et en réalité virtuelle. Et puis ce soir, on a la chance d'avoir 2 de nos anciens chercheurs, 2 de nos PhD, qui vont animer cette conférence. La conf de ce soir, la révolution numérique au service de votre cerveau, point d'interrogation. Parce que vous avez sûrement déjà dû le constater, on a un essor technologique qui va en s'accélérant. Aux US, il y en a même qui parlent de singularité, c'est-à-dire d'un point critique, un développement exponentiel de la technologie. Ce qu'on peut dire, c'est que tous ces nouveaux outils numériques ont des impacts sur notre vie. Pour le meilleur, on le souhaite, mais peut-être aussi pour le pire. Même sur ce qui est de l'ordre de la description de ce qui compose notre cerveau et de leur rôle, on en est encore au début, vraiment au balbutiement. Et ça, c'est un électroencéphalogramme, EEG. Donc je vais vous parler un poil plus de cette modalité-là, parce qu'elle est très prometteuse et surtout, elle va permettre vraiment, en tout cas on assiste à ça, une démocratisation de ces outils. Alors ça, c'est pour vous illustrer un petit peu d'où on vient. L'EEG, c'était une modalité qui existe depuis les années 30-40. À l'époque, il fallait des énormes outils. Ici, je ne sais pas si c'est très clair, mais en fait, c'est des petits stylos qui viennent gratter la surface pour indiquer les courbes obtenues sur chaque électrode. Aujourd'hui, on va plutôt être sur ce type-là d'équipement pour ce qui est le matériel niveau recherche, ou encore ce type-là ici. Donc on utilise, nous, à l'heure actuelle, qui va permettre, vous avez l'amplificateur qui est juste derrière, donc ça remplace en gros cette énorme machine ici, et ça va permettre d'enregistrer l'activité du cerveau en mouvement notamment, pour aller étudier tout ce qui est mobilité, tout ce qui est action motrice, etc. Alors l'EEG, voilà, si je vous en parle, c'est parce que depuis quelques années maintenant, on va dire environ 10-15 ans, on a, même moins de 10 ans, on assiste à un essor technologique sur ces outils-là, avec notamment l'apparition d'électrodes sèches. C'est-à-dire que ce que vous avez vu juste avant, c'est des systèmes qui nécessitent de placer un petit gel conducteur pour faire la conduction du courant entre le cuir chevelu et l'électrode. Et maintenant, donc c'est un petit peu laborieux à mettre en place, c'est vraiment plus pour les laboratoires ou pour les hôpitaux. Et pas génial pour le grand public, sauf que maintenant, on a l'apparition de ces électrodes sèches qui vont permettre d'avoir des casques comme ça, qu'on peut très facilement mettre sur la tête, qui vont être relativement bas coût. Le casque que vous avez vu avec le Moine, par exemple, vous comptez dans les 50 000 €. Pas génial pour du grand public. Ici, on va être dans l'ordre de quelques centaines d'euros pour commencer à aller plus loin sur des applications concrètes. Donc concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez étudier le sommeil, vous pouvez piloter des choses par la pensée, à condition qu'on soit en mesure de détecter des types d'activités bien particulières dans le cerveau. On peut faire de l'entraînement cognitif, on peut faire du neurofeedback. Une chose qui me semble très importante ici de mentionner, c'est que ça va nous permettre d'aller plus loin dans la démocratisation de la recherche elle-même. Ce que vous montre cette carte ici,
c'est l'étendue des publications basées sur de l'EEG, donc sur ces technologies-là, en fonction des pays du monde, avec en bleu foncé les pays où vous allez avoir le plus de publications, en jaune ou même en très clair les pays où vous n'avez quasiment pas de publications. Et on voit qu'il y a un énorme biais occidental vers les US, vers l'Europe, vers l'Asie de l'Est et l'Australie, mais clairement tous les pays en voie de développement sont sous-représentés. Et donc il y a vraiment besoin de pousser les choses pour l'étude de notre, on va dire, de notre neurodiversité. Et donc on voit à l'heure actuelle, c'est très récent, des études apparaître qui peuvent se reposer justement sur ces équipements grand public pour aller mener des études de neurosciences sur des populations qui sont sous-représentées autrement. On se rapproche vers l'étude du cerveau vraiment dans son milieu. On avance également d'un point de vue contrôle. C'est-à-dire qu'en immergeant une personne dans un univers virtuel contrôlé, eh bien, on est en mesure de savoir exactement ce qui se passe à chaque moment. Et si on s'intéresse au thème de ce soir, qui est quand même la révolution numérique, les big data, Nicolas va vous en parler dans un instant, on a besoin de données qui sont labellisées, qui sont annotées, où on sache exactement ce qui se passe à chaque moment, et la VR nous permet d'aller vers ça. Ce que je vous présente ici, c'est juste une application parmi tous les services qu'on développe, où on se sert de la VR pour représenter en temps réel des états physiologiques de la personne, en l'occurrence sa respiration, son rythme cardiaque, et l'amener dans un univers virtuel qu'elle peut explorer, qui est une image finalement d'elle-même, à mieux comprendre, mieux se comprendre et vraiment s'en servir comme un outil d'exploration. Maintenant, il y a quelque chose que tout le monde a sur soi, je pense, ce sont les smartphones. Et les smartphones, c'est une magnifique compilation de capteurs dans tous les sens. On a des systèmes qui permettent de positionner le smartphone dans l'espace, des caméras, touchscreens, des capteurs qui permettent maintenant d'identifier les empreintes, des outils de communication, des capteurs d'humidité, des capteurs de température, un microphone, un accéléromètre, gyroscope. Un chercheur, il y a 20 ans, n'aurait pas pu rêver d'un outil pareil. Donc ça, c'est une vraie opportunité pour en savoir plus sur notre fonctionnement également, si c'est utilisé à bon escient. Et ça, les géants, les GAFA, en ont déjà bien conscience et ont déjà commencé à sortir des services, que ce soit chez Apple ou chez Google, qui permettent d'assister les chercheurs dans la collecte, dans l'utilisation des smartphones, si possible des leurs, pour collecter des données utilisateurs sur un plus grand nombre d'individus et avec des données malgré tout assez précises au vu de tous les capteurs qu'on a. Clairement, ce genre de développement va poser de nombreuses questions éthiques et on a un avis assez tranché à OpenMind là-dessus qui nous pousse à vraiment chercher l'autonomisation de la personne plutôt que de lui apporter une boîte noire technologique dont elle ne pourrait se passer. Alors avant de commencer, j'ai une petite question pour vous. Qui dans la salle pense être un utilisateur d'intelligence artificielle? Levez la main pour ceux qui pensent utiliser l'intelligence artificielle tous les jours. Ça ne fait pas beaucoup de monde parce que si vous avez tous un smartphone, alors vous êtes des utilisateurs massifs d'intelligence artificielle. Et le smartphone est vraiment l'illustration de cette convergence des technologies. Votre smartphone que vous avez autour de vous tous les jours est vraiment un concentré de technologies et contient énormément d'algorithmes qui font de l'intelligence artificielle. Donc, on a affaire à un ensemble de technologies qui nous permettent de recueillir des données, d'analyser ces données et d'améliorer la compréhension qu'on peut se faire de notre comportement, du fonctionnement du cerveau. On a énormément aussi de données qui concernent le langage, les messages que l'on écrit, le texte et la voix sont des données très très importantes, très utilisées dans l'intelligence artificielle. Mais en ce qui concerne donc la compréhension du cerveau humain, est-ce qu'on peut parler de big data à l'heure actuelle? Pas vraiment. On a certes de plus en plus de données, des données de meilleure qualité, de sources différentes, mais comparé aux données que l'on enregistre, que les géants de l'intelligence artificielle, comme pour ne pas citer Google, Amazon, Facebook, comparé à cette masse de données que peuvent acquérir ces acteurs, les données que l'on peut utiliser à des fins de recherche sont encore dans une volumétrie qui est beaucoup moindre. Donc ça va poser des questions
en termes de ce qu'on peut faire pour la recherche scientifique avec. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un algorithme qui apprend? En entrée, vous donnez à l'algorithme un échantillon de données. Et le but pour l'algorithme, c'est de trouver les meilleures règles qui vont permettre de comprendre le fonctionnement d'un algorithme. Alors, ce qui veut dire que le point important qu'il faut comprendre, c'est que l'avantage des méthodes comme le machine learning et surtout le deep learning, c'est qu'à aucun moment, une règle n'a été explicitement programmée. Ce sont des algorithmes qui sont capables de s'adapter aux données qu'ils rencontrent. Ces algorithmes présentent l'avantage énorme de ne pas demander de connaissances a priori sur la question qu'on est en train d'étudier, mais par contre, ils doivent être bien réglés, les scientifiques, les data scientists doivent trouver le bon compromis, régler la bonne molette pour que l'algorithme soit capable de donner des bons résultats sans trop surapprendre. Je vous ai mis ici en bas quelques cas d'application de l'intelligence artificielle aux neurosciences et au comportement, et à la compréhension du comportement humain. En vrac, donc on en parlait tout à l'heure, décoder des signaux cérébraux, c'était un challenge, c'est toujours un challenge très élevé, mais le machine learning, l'apprentissage automatique, a permis de franchir un cap là-dedans, puisqu'on est capable aujourd'hui, par exemple, de piloter des fauteuils par la pensée en utilisant un casque EEG. On est capable de prédire l'occurrence de crise d'épilepsie, on est capable de détecter des états émotionnels ou pathologiques à partir d'enregistrements physiologiques, à partir de la voix, à partir de l'enregistrement de votre respiration, de votre activité cardiaque. Les algorithmes sont capables de reconnaître des structures sur des images. L'utilisation massive des technologies de l'information peut conduire à des dépendances. Il y a aussi la méfiance des utilisateurs vis-à-vis de l'usage des données. Vous vous êtes peut-être posé la question déjà de quelles utilisations fait tel ou tel service des données que je lui fournis. À ce titre, par exemple, il y a une loi européenne, donc la RGPD, la Régulation générale sur la protection des données, qui va s'appliquer en 2018. Donc il y a des initiatives qui protègent quand même les usagers. Les entreprises, elles aussi, ont une responsabilité à ce niveau-là. Ça, c'est notre avis chez OpenMind. Une responsabilité en tant que producteur et traiteur des données. Ça implique le fait de stocker les données, d'assurer leur protection. Il y a des technologies comme l'anonymisation ou le chiffrement des données qui permettent de garantir la protection des utilisateurs. Pour les utilisateurs, il y a plusieurs choses que tout un chacun peut être amené à faire pour essayer de profiter de ces technologies sans en être l'esclave. Et ben, une des premières choses, c'est de se renseigner sur les applications de ces technologies, sur ce qu'elles font, sur comprendre leur fonctionnement pour mieux avoir un regard critique sur la façon dont on les utilise. Évidemment, c'est prêter attention au respect de règles éthiques et sûrement savoir modérer son usage des technologies.